Qu'il s'agisse de management, de stratégie ou d'innovation, le monde de l'entreprise est souvent fait d'idées reçues, qui empêchent l'organisation, comme les individus, d'être performants. C'est ce que décrypte Frédéric Fréry, professeur à l'ESCP Business School, dans ce podcast « L'envers du business ». En se référant à l'histoire, la psychologie et la philosophie, il décortique les mythes et les paradoxes du monde des affaires, mais aussi ses travers et ses aberrations, avec une pointe d'impertinence. L'envers du business, un podcast de Harvard Business Review France. Pourquoi ce qu'on appelle l'avantage au premier entrant n'est-il qu'un mythe ? On entend souvent dire qu'il existerait un avantage au premier entrant. Une entreprise pionnière sur un marché bénéficierait ainsi d'un avantage concurrentiel significatif par rapport aux autres entreprises qui la suivraient. Pourquoi ? Parce que le premier entrant peut en quelque sorte formater le marché comme il le souhaite, se construire une base de clients qui lui seront fidèles et il peut aussi et surtout imposer ses solutions techniques. C'est d'ailleurs pour cela qu'on conseille souvent aux entreprises innovantes de défricher des nouveaux marchés. Frédéric Fréry, vous êtes professeur à l'ESCP Business School. Bonjour. Bonjour. Alors en réalité, ce postulat est faux. Être le premier entrant sur un marché ne signifie pas automatiquement en devenir le leader. Pourquoi ? Alors, c'est tentant, effectivement, de se dire, si je suis le premier, je vais formater le marché, je vais le faire à ma main, j'aurai éduqué les clients sur mes solutions, et donc ça va fonctionner. Et donc, il y a effectivement ce mythe généralisé du first mover advantage, comme on dit en anglais, de l'avantage pionnier, de l'avantage au premier entrant. L'ennui, c'est qu'il y a énormément d'exemples qui montrent que ça ne fonctionne pas. Alors, par exemple, je sais pas, il y a un exemple classique, par exemple, c'est tout ce que vous utilisez sur votre ordinateur, hein, la souris, le menu déroulant, les icônes, les corbeilles, etc. En fait, ça n'a pas été du tout inventé par Apple avec le Macintosh, ça a été inventé par Xerox. L'entreprise des photocopieurs Xerox. Sauf que ils en avaient fait un produit très professionnel et très cher, et donc en fait, une interface graphique en fait. Oui, toute l'interface graphique qu'on connaît aujourd'hui, absolument. Ouais. Avant, faut se souvenir que les ordinateurs, avant, c'était des lignes de code, hein, c'était insupportable. Hein. Ça aurait jamais eu le succès que ça a aujourd'hui. Mais le fait qu'on fonctionne avec des lignes, des interfaces graphiques extrêmement pratiques, donc c'est Apple qui l'a vraiment lancé sur le marché, et ensuite derrière Windows, hein, qui l'a imité en grande partie. Mais Xerox était premier en 1973. Absolument. Bien avant. C'était Xerox, 10 ans avant le Macintosh, 11 ans, qui était le pionnier là-dessus, et c'est pas eux qu'on a retenu. Je sais pas, autre exemple classique, le scanner médical. Le scanner médical a été inventé par une société britannique qui s'appelle EMI, que vous connaissez peut-être comme maison de disques. Et étrangement, ils avaient un électronicien talentueux qui avait inventé le scanner médical, et donc il est allé présenter ça aux radiologues britanniques en disant quelle formidable invention, et vous allez certainement en tirer profit. Sauf que l'ennui, c'est quand vous êtes une maison de disques, vous n'êtes pas crédible 2 minutes face aux radiologues. Et donc, alors que c'est EMI qui a inventé le scanner, c'est des entreprises beaucoup plus reconnues dans le domaine, comme Siemens, comme Toshiba, comme General Electric, qui en ont tiré les bénéfices. Alors, même exemple avec IBM, qui avait lancé finalement un smartphone à écran tactile en 1992. Alors que l'iPhone date de 2007. Hein, janvier 2007, l'iPhone, il y avait déjà, effectivement, il s'appelait le Simon. C'était un smartphone à écran tactile, s'il vous plaît. Et donc, effectivement, en 1992. Mais même chose, IBM n'était pas vraiment sur ce type de produits. Ils étaient sur des produits professionnels vendus en B2B, etc. Donc, alors qu'ils ont été les pionniers, c'est pas eux vraiment qui ont tiré bénéfice et qui se sont imposés comme les leaders. On pourrait parler aussi de la tablette, l'ordinateur tablette. Aujourd'hui, on a des iPads. L'iPad, c'est sorti en 2010. En fait, la première tablette, ce qu'on appelait le tablette PC, a été proposée par Windows en 2001. Donc Microsoft. Ouais, Microsoft. En 2001. Ouais. Oui, j'ai vu que aussi Google n'a pas été le premier moteur de recherche. Bien sûr que non. Tout comme Facebook n'a pas été le premier réseau social. Uber n'a pas été le premier système de réservation de voitures sur Internet. Tous ces gens-là, c'est des suiveurs, en fait. Tous ces gens-là, c'est des suiveurs. Alors justement, de pionniers. Quel enseignement on peut en tirer ? Finalement, ces entreprises ont été pionnières, elles ont défriché un marché, un nouveau marché, mais elles ont rapidement été dépassées par des entreprises qui étaient arrivées après, qui étaient des suiveurs, comme vous dites. Qui étaient des suiveurs, mais des suiveurs rapides, des suiveurs talentueux, des suiveurs avec beaucoup plus de moyens. Je sais pas, il y a un proverbe qu'on utilise quelquefois aux États-Unis. Alors, il est très américain parce qu'il rappelle la conquête de l'Ouest. Il dit, les pionniers, on les reconnaît, ils ont les flèches des Indiens plantées dans le dos.
Et je crois que c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que quand vous êtes une entreprise bien établie et riche, c'est pas inintéressant de laisser un petit partir devant en poisson pilote, qui va défricher un peu le marché, qui va vous montrer s'il y a effectivement du potentiel. Et si vous sentez qu'il y a du potentiel, bah là, vous déroulez le bulldozer. Et puis évidemment, le pionnier, bah, il a plus qu'à rentrer chez lui. Et il va essuyer les plâtres, en fait. C'est ça. Il est là pour être celui qui se prend les flèches des Indiens. Alors le cas d'Apple, vous en parliez, hein, et d'ailleurs un contre-exemple intéressant qui illustre bien cette théorie, parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, Apple n'a jamais été premier entrant pour aucun de ses produits. Micro-ordinateur, MP3, smartphone, tablette, montre connectée, aucun. Alors qu'est-ce qui a fait la force d'Apple alors ? Ce qui fait la force d'Apple, c'est une extraordinaire organisation. Déjà, parce que je rappelle une chose quand même qu'il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Lorsqu'ils lancent un nouveau modèle d'iPhone, ils annoncent que tel jour l'iPhone sera en vente dans les magasins, et tel jour, c'est des dizaines de millions d'iPhones qui sont en vente dans les magasins aujourd'hui. Et donc ça, déjà, c'est impressionnant. Surtout que si on veut conserver le secret auparavant. Et puis après, ils ont un design qui est absolument remarquable. Ils ont un travail sur l'ergonomie qui est sans pareil. Ils ont un marketing qui est génial. Mais ce qui est intéressant, et vous l'avez dit, c'est qu'ils ne l'appliquent jamais à des choses dont ils sont vraiment à l'origine. Ils reprennent des idées. Parce que ils sont plus dans l'innovation que dans l'invention. Et l'innovation, ça consiste à inscrire une invention dans la société, et donc pour une entreprise, en fait, à la vendre en grand volume. C'est Schumpeter qui disait, l'économiste autrichien du début du XXe, le grand spécialiste de l'innovation, qui disait l'innovation, c'est l'inscription sociale de l'invention, le moment où ça s'inscrit dans la société. Pour une entreprise, ça veut dire que c'est le moment où on en vend beaucoup. Et il faut reconnaître que la capacité d'Apple à en vendre beaucoup, elle est absolument remarquable. Et pour pas courir le risque de se lancer sur un produit qui serait un flop, ils prennent des choses qui ont déjà été tentées par d'autres, qui ont déjà été faites, mais pas aussi bien que eux pourraient le faire. Ils savent qu'ils pourraient le faire mieux. Ils pourraient le faire avec une meilleure ergonomie, qui s'insère mieux dans leur écosystème, qui va séduire les clients qu'ils ont déjà, parce que vous retrouvez toujours les mêmes icônes, la même logique de système, etc. Et donc, ils arrivent après, mais objectivement avec quelque chose de mieux. Et donc, ça marche là encore beaucoup mieux. Et ils sont arrivés après pour les montres connectées, ils sont arrivés après, on le voit ces derniers temps, pour le casque de réalité virtuelle, ils arrivent quand même longtemps après pour les casques de réalité virtuelle, mais avec quelque chose qui, je pense, à terme, sera extrêmement intéressant, parce qu'une nouvelle fois, il va s'inscrire dans l'écosystème d'Apple, qui est extrêmement puissant. Et une nouvelle fois, c'est vrai qu'une ergonomie, avec une qualité marketing générale, qui fait que ça va s'imposer par rapport à des choses qui, au départ, alors peut-être pas pour les casques de réalité virtuelle, mais pour d'autres types de produits, sont un peu le fait d'entreprises plus petites, qui bricolent un peu, qui font ce qu'elles peuvent avec les moyens qu'elles ont, qui n'ont aucun rapport avec ceux d'Apple. Donc ce n'est pas une question de time to market, en fait. C'est pas tellement le moment effectivement où vous allez le lancer, c'est avec quelle puissance vous allez le faire. Oui, mais justement, c'est-à-dire que puisque le pionnier, lui, il a commencé à acclimater le marché à cette idée, vous avez vu apparaître ça dans certains endroits où de geeks vous disent « Oh, c'est super, un jour ça va exister ». Et quand vous sentez que le marché a vraiment pris avec le pionnier, là, hop, vous pouvez y aller, vous déroulez votre gigantesque machine, et là, vous pouvez vous emparer du marché. Mais c'est pas vous qui avez fait le premier travail d'éducation et le premier travail de test. En fait, ils laissent, ces petits poissons pilotes partir avant d'arriver avec leur bulldozer. Et ma foi, ils le font absolument remarquablement bien. Alors justement, l'important n'est donc pas d'être le premier, mais le plus pertinent. Ouais. Mais qu'est-ce que ça veut dire finalement être le plus pertinent dans le monde du business ? Est-ce que ça n'est pas donc être le plus rapide, puisque le plus rapide, quand on n'est pas pionnier, on n'est pas forcément le plus rapide. Est-ce que c'est mobiliser le plus de ressources, tisser un écosystème plus cohérent, c'est-à-dire ? C'est tout ça. En fait, et qu'est-ce que ça veut dire concrètement, par exemple, de tisser un écosystème plus cohérent ? Par exemple, regardez Apple une nouvelle fois. Vous savez utiliser un de leurs appareils, vous savez les utiliser tous. Et donc, vous savez, quand vous allez acheter un de leurs nouveaux appareils, que vous ne serez pas dépaysé, que vous pourrez vous en servir, et donc vous n'hésitez pas. Tandis que si vous êtes déjà habitué à l'écosystème d'un concurrent, le fait de faire rentrer quelque chose qui ne correspond pas, c'est compliqué, ça se parle pas bien, il y a des erreurs, etc. Eux, ils ont une cohérence qui est absolument extraordinaire, et donc ça leur permet de récupérer les idées autour d'eux et d'en vendre en beaucoup plus gros volume. En fait, on pourrait dire que l'avantage pionnier, ça n'existe pas vraiment, surtout face à quelque chose qui existe vraiment, qui est l'avantage concurrentiel, tout simplement. Oui, c'est ça. En réalité, plutôt que de parler d'avantage au premier entrant, on devrait plutôt parler d'avantage aux meilleurs concurrents. Oui, à l'avantage concurrentiel, tout simplement. Il y a un proverbe américain qui est assez sympa là-dessus et qui dit « c'est le premier oiseau du matin qui attrape le ver ». Donc c'est le premier oiseau qui se lève le matin qui va attraper les vers. Et une fois que les autres se réveillent, il n'y a plus de vers parce que le premier a tout mangé. Ça serait un plaidoyer, évidemment, pour le premier entrant. Mais il y a un deuxième proverbe qui est très très bien aussi, et que j'utilise plus souvent en fait, c'est pas la première souris qui attrape le fromage, c'est la deuxième.
Parce que malheureusement, la pauvre première souris, en général, elle s'est prise la tête dans le piège. À souris. Et c'est la deuxième souris qui mange le fromage. Et donc, c'est exactement ça. C'est-à-dire que vous laissez la première souris, la pauvre bête, être sacrifiée. Voilà, et vous, derrière, vous allez manger le fromage. Merci beaucoup, Frédéric Fréry. Je vous remercie. C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir écoutés. Retrouvez un nouvel épisode chaque semaine sur hbrfrance.fr et les plateformes d'écoute habituelles. Et si ce contenu vous a plu, plongez-vous dans le livre de Frédéric Fréry, 100 idées impertinentes pour mieux manager. À bientôt!